Jérôme Bastianelli est un touche-à-tout. S'il est aujourd'hui le directeur général d'un des plus grands musées français, il a déjà vécu plusieurs vies dans les domaines les plus inattendus. Aujourd'hui, il revient sur les images étonnantes de son parcours de polytechnicien, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie. Merci Jérôme, Luc, merci, bienvenue. c'est très émouvant. Oui, on est dans les origines, justement. Dans les Et origines il les paraît plus que c'est profondes. émouvant quand on arrive dans cette oui, pièce. Oui, parce qu'effectivement, revoir mes grands-parents, je ne les ai jamais connus comme ça. Une photo des années 30 qui est pleine, on voit tout l'amour, tout l'enthousiasme de la jeunesse dans leur regard. C'est très émouvant, la photo est magnifique. Mais on ne va pas commencer Et ça par me cette permet photo. de revoir un peu mes grands-parents qui sont morts depuis plusieurs années. On va commencer par celle-là, si vous le voulez bien. Alors ça, Parce que là, c'est l'origine de l'origine. Ah, c'est l'origine de l'origine. Ouais. Hein. C'est le père de ma grand-mère, Antoine Mathieu Rossi, qui s'est installé à Lama après avoir épousé une dame Campana, qui, elle, venait de La Porta, de Castanic. Lui, il est de Grosseto, lui. Hein, tout à fait. Il est de Grosseto. C'est un Rossi de Grosseto. Exactement. Et avant, il était de l'État de Parme, je crois, enfin, Au XVIIIe siècle. Au XVIIIe il y a encore plus longtemps. Voilà. D'accord. Ils s'établissent à Lama et ils ont 5 enfants, dont ma grand-mère. Votre grand-mère qui est là, donc. Ma grand-mère qui est là, tout à fait. Catherine Rossi, qui était la plus âgée de la fratrie de 5, et qui a donc épousé François Bastianelli, mon grand-père, qui lui venait de Cassano. Alors, histoire un peu tragique, votre grand-père, Oui, hein, Bastianelli. Quand il a 7 ou 8 ans, en 1921, en fait, sa mère était de Franche-Comté, donc ils allaient souvent sur le continent. Et en 1921, il y a un accident de train dans lequel il est le seul rescapé de la famille. Il perd ses 2 sœurs et sa mère à ce moment-là. Et son père, Bastianelli, va le mettre dans les enfants de troupe sur le continent. Il va comme ça il va rentrer une manière de faire sa scolarité dans l'armée. Et d'ailleurs, il fera ensuite sa carrière dans l'armée sur des postes administratifs dans l'armée en région parisienne. Et votre grand-mère, justement, qui cherche du travail à l'époque. Ma grand-mère cherchait du travail, elle a travaillé dans l'édition pour Larousse, notamment, et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre, quand elle vient sur le continent, exactement, elle cherchait du travail à Paris, et elle a trouvé à la fois du travail et un mari. Et un mari, magnifique, vraiment. Oui, la photo est superbe. Magnifique vraiment, photo. Même en grand tirage comme ça, elle est magnifique, elle est très émouvante. Vous repartirez avec. Ah, merci Luc, merci. Merci beaucoup. Rapprochez-vous, là, justement. Ils ont plusieurs enfants. Ils ont 5 enfants. Ils ont 5 enfants. Voilà, donc ma grand-mère. Et là, il y a deux frères de ma grand-mère et la sœur de ma grand-mère, Rose-Marie Rossi. Qui est encore vivante. Oui, tout à fait, qui habite toujours à Lama. Qui est la dernière. Qui a eu beaucoup d'enfants à Lama, qui sont tous, c'est toute ma branche lamaise, si je puis dire, Oui. qui repose sur ses épaules. Et autour d'elle, il y a Paul Rossi di Polo et Xavier Rossi, 2 de ses frères. Tout en haut de l'image, c'est mon papa, qui à cette époque-là avait le bouc, une partie un peu de la barbe. Et puis au milieu, entre Xavier Rossi et mon père, c'est moi, voilà, quand j'avais 3-4 ans. Et on voit que c'est des grandes tablées familiales que Rose-Marie aimait réunir avec charcuterie corse, le vin corse. Enfin, moi, je ne buvais pas de vin à cette époque-là, mais j'aimais bien la charcuterie déjà. Alors, important ça, parce que votre papa et votre maman, d'ailleurs, votre maman n'est pas corse, hein, mais Non. votre papa vit à Paris. Mon père vit à Paris. C'est le seul qui est né à Lame. Il est né à Lama, donc ma grand-mère a eu 3 enfants, ma tante Marie-Josée et mon oncle Pierre, et mon père évidemment. Et les 2 premiers sont nés en région parisienne, à Saint-Cyr-l'École, et mon père, qui est né pendant la guerre, est né à Lama, puisque mes grands-parents pendant la guerre étaient réfugiés en Corse. trouvé un peu de sécurité en Corse. Oui. Donc mon père est né à Lama. Et vous, depuis tout petit, Et chaque depuis été, tout petit, oui, vous quasiment, venez en oui. Corse. J'ai des grands souvenirs de Corse. On y venait très régulièrement, l'été, parfois aussi à Pâques. On aimait bien déjà venir, enfin mes parents aimeient bien venir à Pâques. Et d'ailleurs, c'est votre oncle qui vous fait découvrir un peu Il nous fait découvrir les sentiers. Il avait aussi des brebis aux alentours de Lama, et j'aimais bien aller voir ces animaux avec lui. Et puis c'était un grand montagnard. Il courait la montagne partout, et j'ai un peu marché avec lui. J'en avais des souvenirs émus de Xavier. Souvenir ému que vous n'avez pas, puisque vous n'y étiez pas. En 1967, votre papa rencontre votre maman. Tout à fait. Voilà, c'est une bien belle sûr. photo aussi. Là, Oui, je ne les ai pas connus comme ça, mais effectivement, il
le beau sourire de l'amour de mes parents, ça me réjouit. Il se marie à Paris, bien sûr. Il se marie à Paris, oui. On a bien compris que vous, c'est le même schéma que voilà, votre papa. Hein. Oui, vous grandissez à Paris. Je suis né à Paris, oui, exactement. Mais, comme on l'a vu, vous venez pour les repas familiaux à l'âme, et puis vous ne faites pas que ça. Vous la parcourez, cette Corse, comme vous l'avez dit, vous la faites découvrir. C'est vous, là. Quel âge vous avez, là? Je dois avoir 12 ou 13 ans, sur le GR20. Alors, le GR20, vous avez fait 2 fois. On l'a fait 2 fois, le GR20. Alors, j'ai mon gros sac à dos de GR20. Vous avez commencé à 12 ans en partant de Vitte-Savonne, bien Vitte-Savonne, décidé avec vos parents. Voilà, avec mes parents. J'étais fils unique, on part à l'aventure avec nos gros sacs à dos. Et dans la première descente, donc après la montée de Vitte-Savonne, il y a une descente vers le premier refuge, ma mère tombe et se foule la cheville. Donc on attend pendant 2-3 jours dans le refuge. Elle arrive qu'à un cas à marcher jusqu'au refuge. On attend 2-3 jours au refuge en espérant que la cheville va dégonfler. Et il n'en est rien. Donc elle est évacuée par hélicoptère sur l'hôpital d'Ajaccio et mon père et moi on traverse la forêt comme on peut et on fait du stop sur la première route qu'on trouve et on est pris en stop par un berger qui nous ramène à Ajaccio. Il vous ramène, c'est un peu épique le voyage, je crois. Oui, il n'avait plus d'essence dans sa voiture, donc dans les descentes, il y en a quand même pas mal pour aller de Vitte-Savonne à Ajaccio, Dieu merci. Il coupait le moteur pour être sûr d'arriver à bon port. Donc vous êtes arrivé à bon port et l'année d'après, revanche, par contre, vous l'avez fait vraiment. Et on l'a fait du coup pour conjurer le sort, on l'a fait dans l'autre sens. On est parti de Calenzana jusqu'à Vitte-Savonne. Et là, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et j'en ai de très bons souvenirs. Et cette photo me rappelle un très bon souvenir, en effet. Allez, on va à la dernière photo des origines, si vous le voulez bien. C'est celle-là. C'est une très belle photo. Parce qu'il vaut bien une très belle photo. C'est votre oncle. C'est mon oncle Pierre. Voilà. Hein, c'est chez lui que je vais en Corse tous les ans, même parfois 2 fois par an. Donc il est revenu s'installer à Lama après avoir pris sa retraite. Il a fait toute sa carrière comme photographe aux États-Unis, dans un hôpital universitaire américain dans la New Hampshire, qui est la partie nord-ouest des États-Unis. Une partie très belle, mais assez froide l'hiver, entre New York et le Canada. Si vous voulez. Il va faire sa vie là-bas. Il va faire sa vie là-bas. Il a épousé une Américaine. Il a 2 enfants, 2 filles, qui vivent d'ailleurs toujours aux États-Unis. L'une des 2 a 2 garçons, donc il a des petits-enfants aux États-Unis. Et malgré la douleur de la séparation familiale, il a voulu prendre sa retraite dans un pays proche de ses origines et en tous les cas aussi avec un climat plus chaleureux que celui qu'il avait connu pendant 40 ans dans la Nouvelle-Angleterre. Et donc il a sa maison. Il a sa maison, et nous accueille. Et c'est dans cette maison qu'il vous accueille, vous et toute votre famille. Exactement. Alors avant, on allait dans d'autres établissements. Maintenant, chez lui, là, depuis 15 ans, c'est chez lui qu'on va avec toujours autant de plaisir pour le retrouver tous les ans. Les bases sont posées. On comprend les origines de la famille Bastianelli et vos origines, Jérôme. Maintenant, on va parler vraiment de vous, voir un petit peu comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. C'est dans la pièce à côté que ça se trouve. Allez, venez avec moi. Prenez place, donc Jérôme. Merci. On va changer un petit peu de principe, là, on est assis. Et c'est les images qui vont défiler devant nous. Oula. Oh, les crânes. Et c'est vous qui réagissez, bien sûr. Hein. Okay. Allez, première photo. Oula, oui, comme je disais, oula. Vous avez 6 ans, là. Je dois avoir 6 ans, c'est mes tout débuts au violon. Voilà. Mais ce qui vous intéresse le plus dans la musique, c'est pas tellement d'en jouer, c'est plutôt le solfège. Oui, les activités théoriques. Le solfège, la formation musicale et le contrepoint et l'harmonie. Apprendre à écrire de la musique, apprendre à enchaîner les accords, apprendre à écrire 2 mélodies qui vont l'une avec l'autre. Donc ça, c'est le contrepoint. L'enchaînement des accords, c'est l'harmonie. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. Et la formation musicale aussi, les dictées de notes, le rythme, apprendre à lire des partitions d'orchestre, tout ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées quand j'étais adolescent. Déjà les mathématiques. Déjà, on peut comparer ça à des mathématiques ou pas ? Il y a une partie de raisonnement logique, oui, dans l'harmonie en tous les cas. Je dis ça parce que la diapositive suivante, c'est celle-là, justement. Oula. Oui, donc l'uniforme polytechnique. En 91, 92, oui, mon grand uniforme de polytechnicien. J'avais intégré l'X après 3 ans de prépa. Et pendant que vous êtes à Polytechnique, vous avez quelques facilités, notamment celle-ci, de pouvoir... Voilà, l'X, Polytechnique avait des accords avec 2 aéroclubs de la région parisienne, à Toussus-le-Noble et l'autre à Saint-Cyr-l'École. Et du coup, on avait des heures de vol, on pouvait payer l'heure de vol beaucoup moins cher que dans la réalité, sur le marché classique. Et du coup, j'ai appris un peu à piloter les avions, un peu comme ça par hasard. Et j'ai vraiment beaucoup volé entre 92 et 99. Quoi. Et vous êtes allé là, notamment
Oui, je suis Notamment, allé- on voit en haut, alors donc il y a la Rondinard, vous l'avez bien compris, là Oui. c'est la Corse, on a des îles bretonnes en haut, et Oui. en bas c'est les Baléares. Oui, C'est quelque chose d'arriver sur une île par ses propres moyens quand même. Oui, non, je me pense. souviens, la première fois que j'ai vu la Corse arriver, la ligne d'horizon, les montagnes se dessiner sur la ligne d'horizon dans un avion que je pilotais moi-même, c'est une émotion. On se dit, ben voilà, j'ai réussi à aller en Corse par mes propres moyens, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc c'était un souvenir émouvant. Allez, on poursuit. Cette photo. Alors là, je dois avoir une trentaine d'années, c'est dans mon premier poste où je m'occupais d'accidents d'avion. J'étais au BEA, Bureau d'enquête accident, qui est un service qui dépend du ministère des Transports. Et j'étais responsable du service de relecture des boîtes noires, qui s'appelait le département Parce que technique. ça, c'est une boîte noire. L'enregistreur de vol, ne pas Ce ouvrir. qu'on voit en Donc, bas, les là, boîtes ce noires, que j'ai dans les mains, c'est une boîte noire. elles ne sont pas noires, les boîtes Elles noires. sont oranges. Et donc, vous savez lire, à l'époque en tout cas, ou encore aujourd'hui Voilà, on d'ailleurs. avait les équipements nécessaires à relire les boîtes noires. Enfin, avant de les relire, là, celle-ci est évidemment en très bon état, ce qui n'est pas toujours le cas après un accident. Donc elles ont brûlé, elles ont fondu. Donc il y a une première partie qui est un peu physique. Là, pour le coup, il faut aller récupérer le module de mémoire, qui peut être soit une bande magnétique, soit une carte électronique. Une fois que vous avez fait cette récupération qui demande un peu de doigté, parce que vous avez pas, enfin, il ne faut pas la détruire. Il ne faut pas au moment où vous ouvrez la boîte détruire ce qu'elle contient de plus précieux. Une fois que vous avez récupéré cette information, il y a différents moyens pour la relire. Ça peut être des magnétophones spécialisés, ça peut être des cartes électroniques sur lesquelles il faut repluguer la mémoire. Parce qu'il y a deux boîtes noires, je crois, dans Il y en a chaque, deux. dans chaque avion, il y a deux boîtes noires. Voilà. Il y en a une qui est l'enregistreur où on a les voix. Non, Dites-moi voilà. si je me trompe. Tout à fait. On a Non, vous enregistré avez un bien petit peu ce qui se passe dans compris. l'avion. Voilà, avec Et un microphone donc qui est dans le cockpit. Ça, je saurais le faire, peut-être, mais Oui, même enfin, pas. sauf que c'est des mémoires aussi. Enfin, c'est même chose. C'est pour ça qu'on deuxième, voit la boîte noire, elle est très grosse. C'est une énorme boîte à chaussures, mais elle protège quelque chose qui fait 3 ou 4 cm². Et c'est parce qu'elle est très grosse par rapport à ce qu'elle est censée protéger qu'elle peut brûler, enfin qu'on peut retrouver que la mémoire, même après un crash qui quand même va délivrer une énergie très, très importante, c'est pour ça qu'on arrive à préserver ces fameux petites mémoires. Centimètres. Voilà, donc il y a l'enregistreur, donc les voix, et puis la deuxième, qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième? Alors, la deuxième, c'est l'enregistreur de paramètres. Donc tous les calculateurs de l'avion envoient à cette boîte toutes les secondes, a priori, ou enfin ça peut être toutes les 4 secondes, mais enfin peu importe, la mesure de tout un tas de paramètres. Ça varie d'une dizaine de paramètres pour les avions vraiment les plus vieux jusqu'à plus de 2000 paramètres aujourd'hui. Ça peut être le cap, la vitesse, l'altitude, la position des ailerons, la poussée des moteurs, la température extérieure, le vent de face, enfin, tout peut être enregistré. Et tout ça, ce sont des chiffres. Et ce sont des chiffres. Il faut savoir déchiffrer. Savoir et donc, déchiffrer. vous saviez déchiffrer ça, effectivement. Voilà, après, on utilise des grilles. Au début, c'est du binaire, donc c'est une suite de 0 et de 1 que vous devez décoder en appliquant une grille de décodage qui est propre à chaque avion. Et donc, c'est un peu un processus, là aussi, il ne faut pas se tromper. Et chaque avion, notamment celui-ci. Notamment le Concorde, oui, qui a été la grosse enquête de ma décennie au BEA, parce que j'étais au BEA de 1995 à 2006. Et donc, en juillet 2000, oui, le gros accident, tragédie nationale, l'accident du Concorde, sur lequel je n'ai pas été le seul, mais on a beaucoup travaillé. Oui, et c'est quoi donc, en quelques mots, la cause de cet accident? La cause de cet accident, c'est qu'au décollage de Roissy, le Concorde roule sur une lamelle métallique qui avait une forme de courbe, comme une espèce de réglette, mais qui restait verticale parce qu'elle était courbe. En roulant dessus, le pneu éclate. Une grosse partie de pneu va être éjectée et va venir taper sous l'aile. En tapant sous l'aile, il va y avoir un mouvement de fluide dans le réservoir qui est dans l'aile. Le mouvement de fluide, en revenant vers le bas, va avoir une pression telle que ça va créer un trou dans le réservoir, d'où une fuite de carburant qui va s'enflammer. Soit elle s'enflamme au niveau du puits du train d'atterrissage, soit elle s'enflamme quand elle arrive dans les gaz chauds du moteur, mais de toute manière, elle s'enflamme. Je vous dis ça parce que c'est la grande incertitude qui reste dans l'accident du Concorde, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel moment il y a eu l'ignition, il y a eu le démarrage du feu. Mais enfin, après, il y a eu le feu. Et à partir de ce moment-là, l'avion devient incontrôlable parce que la fuite est tellement importante que c'était absolument impossible qu'il récupère quoi que ce soit. Vous faites ça quelques années, puis vous n'en avez plus envie. Hein? Voilà. Enfin, je ne sais pas, oui, vous n'en avez plus envie. J'ai eu envie de faire autre chose. Voilà. Et autre chose, c'est ça? Autre chose, oui, ça a été C'est pas lui, non, mais lui, c'est celui qui représentait... Voilà, Philippe Séguin, qui était donc premier président de la Cour des comptes au moment où je rejoins la Cour des comptes en 2006. Donc, je suis nommé rapporteur à la Cour des comptes et je travaille
dans la 7e chambre qui s'occupait de transport, et c'est pour ça qu'on m'avait affecté dans cette chambre. Le président Salois de l'époque m'avait repris dans sa chambre. Mais à ce moment-là, la chambre avait des priorités agricoles, donc je me retrouve à faire des enquêtes sur le financement de l'agriculture. Et donc vous avez des spécialistes du côté de l'âme qui vous expliquent un petit peu comment on finance les primes agricoles. Je m'occupais justement de toutes les modalités de financement et de versement de 2 primes importantes qui s'appelle la PMTVA, la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes d'une part, et l'ICHN qui était l'indemnité compensatrice pour handicap naturel. Et mes cousins à Lama percevaient pour l'élevage de leurs veaux et de leurs brebis ces primes, parce qu'ils avaient aussi des champs en montagne. Tout à fait, c'était assez rigolo parce que pour moi la PMTVA et l'ICHN c'était des choses assez théoriques vues depuis la rue Cambon. Et là, j'étais en parler. Oui, tout à fait. Je n'ai pas contrôlé la comptabilité de mes cousins, mais je pense que j'ai vu leurs veaux. Et puis vous faites une rencontre à cette époque. Et finalement, vous allez aller quelque part parce qu'on a oublié un petit peu la culture. Et puis il y a cette rencontre qui vous rappelle un petit peu, j'ai l'impression, à vos premières amours. Vous allez me dire si je me trompe. Mais c'est là. Alors oui, ça c'était le musée du Quai Branly où je suis arrivé en 2009. Alors effectivement, j'avais toujours regardé, depuis mes études musicales qui avaient été assez poussées, j'avais toujours gardé l'envie, l'idée que j'aimerais rejoindre le secteur culturel. Et effectivement, à la Cour, je me suis lié avec un certain nombre de personnes, dont quelqu'un qui est devenu un ami très proche, Karim Moutalib, qui a quitté la Cour en 2008 pour être directeur général adjoint du musée du Quai Branly. Et en 2009, il est directeur à son tour. Il est directeur général à son tour. Et à ce moment-là, moi, je suis en vacances en Corse, précisément, début juillet, qu'il est nommé directeur. Il m'appelle en Corse pour me demander si le poste de directeur général adjoint m'intéresserait, parce qu'il est libre. Et s'il m'intéresse, il me dit qu'il faut vite que tu candidates et que tu poses ta candidature auprès du président du musée, Stéphane Martin. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai rejoint... Directeur adjoint en directeur 2009. Général adjoint et puis, quand Karim est parti en 2015... Karim a été nommé administrateur général du Louvre en 2015. Et donc, vous avez pris sa place. J'ai pris sa place de directeur général au musée du Quai Branly. Qu'est-ce que c'est que directeur général du musée du Quai? On rappelle que le musée du Quai Branly, c'est le musée des arts premiers, c'est le musée Jacques Chirac, bien sûr. Tout à fait. Qui s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac depuis 2 ans. Magnifique, on va dire quand même à ceux qui nous regardent d'aller dans ce musée parce que non seulement les collections sont magnifiques, mais même le musée est magnifique. Ça, c'est une photo que j'ai prise en venant vous voir d'ailleurs. Elle est très belle, très représentative de la nuit au musée, en effet. C'est magnifique. C'est des éclairages qui sont faits par un spécialiste, un artiste éclairagiste qui s'appelle Yann Kersalé. C'est vraiment très très beau. C'est un musée magnifique. Votre musée, entre guillemets, est magnifique. Mais c'est quoi le poste de directeur général? Qu'est-ce que vous occupez de quoi? Alors, le poste de directeur général, c'est d'abord un poste administratif, c'est-à-dire c'est la gestion du budget, la gestion des ressources humaines, vérifier que les directions sont bien, parce qu'il y a un certain nombre de directions, la direction du patrimoine, la direction de la production des expositions, la direction des publics, etc. etc. Donc harmoniser, être un peu une sorte de chef d'orchestre au sein de cette direction. Et puis conseiller le président du musée, enfin avoir un échange avec le président du musée pour vérifier, pour essayer parfois d'être force de proposition, sachant que c'est lui qui définit en tant que président la stratégie générale du musée. Donc c'est un poste administratif, puis aussi un poste de numéro 2, si vous voulez, d'une grosse entreprise. Vous êtes bien là, ça y est, parce que vous avez beaucoup bougé. Oui, vous y êtes pour quelques années ou vous allez encore ça fait déjà quelques années que j'y suis, mais voilà, pour l'instant je suis encore très bien. Donc, quoi qu'il en soit, dans le culturel, vous vous retrouvez vraiment? J'espère continuer après, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais j'ai déjà fait une carrière un peu avec quelques angles droits, mais je verrai bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet pour moi de quitter le musée du Quai Branly. Je trouve que c'est toujours une très belle maison et travailler avec Stéphane Martin, le président, c'est vraiment un plaisir renouvelé. Donc, ça, c'est votre carrière. C'est votre carrière. Mais vous faites encore beaucoup de choses par ailleurs. Et ça, on va le voir dans une pièce à côté. Quand on tape Jérôme Bastianelli sur un moteur de recherche, qu'est-ce qui sort? C'est à côté que ça se passe. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, on va découvrir ce qui se cache derrière chaque écran. Surprise, il n'y aura pas vraiment, pour tout vous dire, Jérôme. Quoique, on verra. On commence avec celui-ci. Ah oui, Proust. Proust, c'est une des grandes passions de ma vie.
Et donc là, c'est les 2 livres que j'ai écrits sur les relations entre Proust et John Ruskin, qui était un critique d'art anglais qui a beaucoup influencé Proust avant qu'il écrive À la recherche du temps perdu. Qu'est-ce qui vous plaît chez Proust ? Le côté cyclique qui fait que quand on a terminé, on comprend qu'il faudrait recommencer à lire, puisque c'est l'histoire d'un écrivain qui va écrire un livre, mais on comprend à la fin que le livre qu'il va écrire, c'est précisément le livre qu'on vient de lire, donc on pourrait ne jamais s'arrêter, c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de passionnés de Proust, de lire, puisqu'incessamment on est dans ce grand cycle proustien. Ce que vous faites d'ailleurs. Lire. Oui, Lire. en effet. Lire, Proust, on vous voit là. Ah, Ajaccio, vous êtes où là ? Non, là c'est à Piana, Ah, c'est à Piana. aux Roches Rouges. Les Roches Rouges. Voilà, qui est un lieu très proustien d'ailleurs, je trouve. Un hôtel au charme un peu suranné, très proustien. Et là, donc c'était un peu pour la blague. Mais enfin, je lisais tout à fait Le Temps retrouvé. Mais c'est le dernier tome. C'est le dernier tome. Et ma femme a dit attends, je te prends en photo. Et si vous deviez me parler je ne sais pas si je vous demandais de lire quelque chose sur Proust, vous liriez quoi là ? Tiens, comme on est en Corse, malheureusement Proust ne parle pas de la Corse, il n'a pas connu la Corse, mais il y a notamment dans Les jeunes filles en fleurs, des passages très beaux où il découvre la mer pour la première fois, il décrit les couleurs de la mer, il les compare à des montagnes. Et c'est un passage, donc quand il arrive à l'hôtel pour la première fois, le matin, il ouvre les volets, il voit la mer avec cet éclairage lumineux, et ça donne une idée, peut-être, ce passage de ce que Proust aurait pu écrire s'il avait eu la chance de connaître la Corse. Donc c'est un beau passage, enfin parmi beaucoup de beaux passages. Allez, on quitte Proust, et on va retrouver encore quelques-uns. Hop là, je vais le faire comme ça, voilà. Ah oui. Parce que vous n'arrêtez pas d'écrire, ma parole. Moi, j'ai cru que vous n'aviez le temps pour rien d'autre. Ça, ce sont que quelques-unes de vos biographies. Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, Mendelssohn, Georges Bizet. Voilà, c'est trois biographies que j'ai écrites pour Actes Sud. En fait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais adolescent et j'avais gardé l'envie de conserver une petite activité musicale. Donc, c'est 3 beaux projets qui m'ont enthousiasmé. J'ai fait ça avec beaucoup de passion. La passion, vous en mettez là aussi. Oula. Parce que on trouve ça, musée du Quai Branly. Vous commettez dans votre musée de temps en temps, vous organisez des... C'était lors de la soirée des agents, il y a quelques années, où on était invités, les agents qui étaient musiciens ou qui faisaient du dessin en amateur, enfin tous ceux qui pratiquaient, qui avaient une activité en amateur étaient invités à la partager ce soir-là. Donc certains avaient exposé leurs dessins, d'autres étaient venus chanter, puis moi comme on savait que je faisais un peu de piano, on m'avait demandé... Du violon, vous ? J'ai arrêté le violon, mais... Et vous vous êtes mis au piano ? Je me suis mis au piano... Oui, j'ai commencé à prendre des cours très tard. J'avais commencé d'abord sans prendre des cours, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et quand j'ai eu 25 ans, après mes études, j'ai pris quelques cours de piano. Alors, je n'ai pas un gros répertoire, je ne joue pas très bien, mais je me fais plaisir. Moi, j'ai l'impression que vous ne jouez pas trop mal. Mais une chose que vous faites bien, en tout cas, c'est là que ça se trouve. Bougez pas, bougez pas. C'est ça. Ah Un autre de vos derniers talents, et Dieu sait que vous en avez, Jérôme, hein, c'est incroyable. La photographie. C'est votre photo, ça. Oui, c'est un endroit que j'adore en plus. Donc, à l'Ostricone, une montagne. Ça, c'est la plage de l'Ostricone. La plage de l'Ostricone, on voit la route qui va vers Ilrousse. Vous êtes là, c'est comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Punta Liatoge. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Ça va. Ça va. C'est la grosse butte qu'on voit à l'entrée du désert des Agriates, qu'on voit de la route d'ailleurs, cette grosse butte rouge, ocre. Magnifique, mais vous ne faites pas que ça, vous faites aussi... Il y a celle-ci. Celle-ci, c'est pris de l'extrémité de la plage de l'Ostricone en regardant... Alors celle-là, je dois à la réalité de dire que pour rendre l'effet un tout petit peu plus dramatique, j'ai un peu étendu la hauteur des montagnes. Mais tout le bas est tout à fait réel. Mais je trouve qu'il y a un côté spectaculaire un peu Jurassic Park qui m'a bien plu. Et puis il y en a certaines qui ont des histoires, je pense notamment à celle-ci. Ah, celle-là, oui. Donc, c'est le coucher de soleil vu de l'Ostricone sur Ilrousse. Et celle-ci, vous l'avez mis sur un site. Sur un site qui s'appelait Panoramio, qui dépendait de Google Earth. Et elle a été repérée du coup par quelqu'un qui tient un hôtel à Ilrousse qui m'a demandé l'autorisation gracieuse de la reproduire en grand format pour décorer son hôtel. Voilà. Et du coup, on est dans un hôtel Ilrousse. Voilà, on est à l'hôtel le plus proche du phare. Voilà, il a rajouté ça. Le propriétaire de l'hôtel pour me faire plaisir. Et donc, je suis content que cette photo soit vue parce qu'elle est belle. On va finir, une fois n'est pas coutume, dans cette pièce avec un bond dans le temps. Et ça, c'est une photo que je trouve très intéressante. Ah. Celle-ci, elle est issue
du fonds photographique du musée du Quai Branly. Voilà. Vous avez combien de photos au musée du Quai Branly? On en a 700 000. 700 000. 700 000, oui. Alors, 700 000 photos, c'est 700 000 photos. incroyable. Hein. Oui. Et parmi ces 700 000 photos, il y a des photos de... De Roland Bonaparte. Oui. Roland Bonaparte qui était donc le petit-fils d'un des frères de Napoléon. Et donc il y a cette photo, il y en a d'autres. Mais alors ma question est là. À quand sortir un petit peu ces photos de la cave du musée du Quai Branly? Et pourquoi pas ne pas venir faire une exposition des photos de Roland Bonaparte en Corse? Ah ben pourquoi pas, oui, pourquoi pas, c'est une idée. On savait qu'on a déjà prêté au musée de C'est que la Corté. mienne, c'est que la mienne l'idée? Non, j'espère quand même que vous avez. Non, Si non, ça non, serait mais, bien. on a déjà eu des collaborations avec le musée de Corté. L'année dernière, on leur a prêté des objets pour une exposition, mais toutes les idées sont intéressantes à étudier. Effectivement, alors c'est une petite partie, c'est une toute petite partie, c'est presque une anomalie historique, j'allais dire, que le musée du Quai Branly ait des photos corse. Elle devrait peut-être plutôt en bonne logique être au Mucem à Marseille ou même peut-être en Corse d'ailleurs, mais on les conserve avec plaisir et on les traite comme toutes les autres. Je pense qu'on les verrait avec plaisir. Jérôme, c'est déjà fini. C'est là, on a vu assez de passion là quand même. Hein. Vous faites encore des choses ou... Non, je crois que vous avez On rien a fait oublié. le tour. On a fait le tour. Allez, à mon tour de faire une photo, si vous le voulez bien. C'est un Avec selfie, plaisir, c'est pas avec très plaisir. compliqué à Avec faire. plaisir, Vous êtes à côté de moi, vous souriez. Et voilà. Parfait. Ça a été un véritable plaisir Tout de à fait vous partagé. rencontrer, Tout à fait Jérôme partagé. Bassiani. Merci beaucoup pour votre invitation, ça m'a honoré. Eh ben, merci. Et Merci l'occasion à de vous. revenir encore, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Au À revoir, bientôt. Luc, à bientôt. À bientôt. Jean, vous partez par là, vous. Au revoir.